Je relève souvent les anomalies, ce qui ne va pas, etc. Et sachez que ce n'est pas une tâche facile parce que vous aurez des mécontents en face de vous quand vous leur dites, voilà, il y a un manque au niveau du travail, etc. Donc ça, c'est juste une introduction par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Alors, le projet dans lequel nous travaillons, notre collègue, donc vice-recteur Mounia Belhoussine, donc a déjà présenté le projet Digitac. Alors, il faut savoir que ce projet, il est d'abord très intéressant à plus d'un titre. C'est la digitalisation de la qualité, et la digitalisation, elle est liée aussi à la, comment dire, à la bonne gouvernance, à la gestion par objectif. Donc, et systématiquement à adopter une approche processus et définir les indicateurs et les tableaux de bord. Donc, nous allons voir les processus, les indicateurs et les tableaux de bord. Mais avant de voir tout ça, nous allons d'abord faire un bref rappel sur l'historique de l'assurance qualité au niveau des établissements d'enseignement supérieur algériens. Très bien. Donc, on va voir l'historique, l'assurance qualité, management de la qualité et management par la qualité aussi, approche managériale par les processus, approche par les processus, démarche pour la mise en œuvre d'un système de management qualité. Alors, il faut savoir que en 2004, il y avait le processus de Bologne qui a introduit le système LMD et aussi l'assurance qualité au niveau des établissements d'enseignement supérieur, etc. Ensuite, en 2008, il y avait une conférence sur la qualité en Algérie, et c'est à partir de là que a fleuri donc l'initiative d'asseoir l'assurance qualité au niveau des établissements d'enseignement supérieur algériens. Alors, tiens, je ne vois pas bien là. Donc, il y avait notamment la création du Conseil national d'évaluation, qui n'est pas l'objet de notre conférence aujourd'hui. Il y avait aussi la création de la CAQES. Alors, la CAQES, c'est la commission d'implémentation de l'assurance qualité au niveau des établissements d'enseignement supérieur algérien. Elle a été créée en 2010. Ensuite, il y avait un long processus de travail, etc., pour asseoir l'assurance qualité. Donc, il y avait... vous pouvez me donner un micro, s'il vous plaît? Oui. Je ne vois pas bien sur l'écran, donc il vaut mieux que je le fasse sur le PC. Non, je peux le mettre ici. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, il y avait la création de la CIECES. Ensuite, à partir de 2011, donc, il y avait la création des cellules d'assurance qualité au niveau des établissements, des responsables d'assurance qualité. À partir de 2012-2013, donc, il y avait les formations et la sensibilisation en ce qui concerne l'assurance qualité. Ensuite, à partir de 2014, il y avait l'élaboration de ce qu'on appelle le référentiel national assurance qualité. Et à partir de 2015, donc, il y a la diffusion de ce référentiel. Ensuite, à partir de 2016, il y avait l'adoption du référentiel national assurance qualité. Alors, en résumé, ce référentiel, il sert à l'évaluation des établissements. Donc, il y avait 7 domaines dans ce référentiel.
la formation, la recherche, la gouvernance, la vie à l'université, la coopération, les relations avec le monde socio-économique, etc. En 2007, il y avait des auto-évaluations qui ont été faites au niveau de certains établissements, notamment l'université de Béjaïa. Et cette auto-évaluation permet de relever les points forts, les points faibles au niveau de chaque établissement et ce qu'il faut améliorer à l'avenir. Ensuite, certains aussi ont fait des évaluations externes. Alors, il faut savoir qu'en parallèle avec tout ça, il y avait la Banque mondiale qui a fait des évaluations des établissements d'enseignement supérieur en ce qui concerne la bonne gouvernance, ainsi que l'intégration par les établissements d'enseignement supérieur des programmes AEF, Erasmus. Et nous avons aussi le PAPS, le programme PAPS qui a abouti sur la plateforme Progress sur laquelle on travaille actuellement. Alors, si on parle de la qualité, si je vous pose la question, c'est quoi la qualité? Chacun de vous va donner une définition. Certains vont dire la qualité, c'est la performance. La qualité, elle est liée à l'outil lui-même. Donc, on peut avoir plusieurs définitions de la qualité. Donc, ça, c'est un brainstorming qui donne à peu près les réponses des gens sur la qualité. Quand vous parlez de la qualité, ça dépend de quoi vous parlez justement. Alors, vous pouvez avoir la qualité d'une pièce, d'un outil, d'une machine, d'une voiture, de l'environnement, d'un service, d'une démarche, d'un document, d'une formation, d'un diplôme, d'une recherche, d'un laboratoire, de la gouvernance, etc. Donc, quand on parle de qualité, c'est un peu vaste. On ne peut pas le limiter, par exemple, à des caractéristiques, etc., ou des caractéristiques physiques. Ça peut être une démarche, donc c'est tout un processus. Et généralement, on regarde les résultats. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs définitions. Bon, je vais en lire quelques-unes. Une manière d'être, bonne ou mauvaise, de quelque chose. Ça, c'est la définition de Larousse. Ensuite, un fait d'être tel ou tel, d'avoir telle propriété, donc c'est le dictionnaire de la langue française. Ensuite, vous avez la qualité, donc est un ensemble de caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Ça, c'est la définition de l'ISO. Bon, d'une manière générale, c'est celle qu'on adopte. Vous avez aussi d'autres définitions. Elles sont toutes justes, hein, mais celle qui est adoptée, c'est celle de ISO. Donc, voilà. Ensuite, vous avez différents types différentes formes de qualité. Vous avez la qualité interne et vous avez aussi la qualité externe. La qualité interne, c'est lié justement au processus que vous avez pour la réalisation des objectifs. Et généralement, c'est soumis à un suivi, une évaluation continue par ce qu'on appelle la route de Deming, le PDCA, Plan, Do, Check and Act. C'est un cycle qui se répète pour des processus continus. Et vous avez aussi la qualité externe. Alors, la qualité interne, elle est liée beaucoup plus au processus lui-même, les activités que vous faites au niveau de l'établissement pour réaliser le produit. Le produit, dans le cadre des établissements d'enseignement supérieur, c'est bien sûr le diplômé. Donc, c'est ce qu'on forme au niveau des universités, au niveau des entreprises. Ça peut être une pièce, ça peut être une voiture, ça peut être autre chose. Donc, la qualité externe, elle concerne particulièrement ce que le produit de l'établissement par rapport à l'extérieur. Donc, on regarde est-ce que vous avez atteint les critères de qualité, etc. Ensuite, la qualité externe aussi jette un coup d'œil sur la façon dont vous gérez vos processus, vos activités, etc., afin d'atteindre les objectifs. Alors, vous avez différentes terminologies qui sont utilisées dans l'assurance qualité en général. Vous avez le contrôle de la qualité, l'assurance qualité, le management de la qualité et le management par la qualité.
Alors, quand on parle de contrôle de qualité, le contrôle de qualité se réfère au produit lui-même. Ça veut dire ça tourne autour du produit. L'assurance qualité, c'est garantir la qualité. Ça veut dire qu'au niveau de l'établissement ou de l'entreprise, donc ça peut être une entreprise, ça peut être un organisme public, l'assurance qualité, c'est faire de telle sorte, est-ce que je vais assurer, garantir que mon produit soit de qualité. Le management de la qualité, donc là, on doit faire de telle sorte à gérer les activités avec les processus, etc., de telle sorte à garantir la qualité, mais aussi à gérer d'une manière optimale les processus, les activités, etc. Le management par la qualité, c'est quoi? Le management par la qualité, tout ce que vous faites concerne la qualité. D'accord? Donc, vous faites des réunions, vous devrez les faire dans le cadre d'une démarche qualité. Vous prenez des décisions, vous les prenez dans le cadre d'une démarche qualité. Vous construisez un bâtiment, vous devrez le faire aussi dans le cadre d'une assurance qualité, tout en tenant compte, comment ils s'appellent tiens, j'ai oublié le terme. Les normes, tiens, c'est ça. Les normes, vous avez les normes de la qualité, mais vous avez aussi les normes qui concernent d'autres domaines. On peut parler de la protection de l'environnement, on peut parler aussi de la gestion, de la gouvernance, etc. Donc, le management par la qualité, quand on fait quelque chose au niveau de l'établissement, il faut qu'on pense par exemple à l'impact de ce qu'on fait maintenant sur les générations futures, etc. Donc, respecter les normes sur l'environnement, etc. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut appeler la qualité totale. Alors, donc, l'évolution de la culture qualité donc, démarre à partir de la stratégie de contrôle, maîtrise de la qualité, l'assurance qualité, le management de la qualité, le management par la qualité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on fait actuellement au niveau, on essaye de faire au niveau des établissements. Et vous avez des organismes, justement, qui certifient cette façon de gérer, donc la norme ISO particulièrement. Donc le système de management permet d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité en établissant une politique avec des objectifs, en planifiant des actions pour atteindre ces objectifs. Donc un système de management, généralement, c'est un système de gestion, mais toujours on se fixe des objectifs à atteindre et logiquement on fonctionne toujours en mode projet. D'où la nécessité, au niveau des établissements, pas uniquement de l'enseignement supérieur, d'adopter la démarche ou bien le mode de gestion par objectif. Juste un commentaire par rapport à ça, il faut savoir que la loi de finances de 2018, actualisée en 2022, exige justement des établissements publics de faire une gestion par objectif et généralement vous avez un plan triennal sur 3 ans pour réaliser ces objectifs. Ensuite, le financement, logiquement, il se fait en fonction de l'atteinte des objectifs. Donc, le management de la qualité fait de telle sorte donc, qu'on se fixe toujours un objectif, on adopte un plan stratégique, un plan opérationnel pour réaliser les objectifs qu'on veut atteindre. Alors justement, donc, au niveau de la norme ISO 9001, dans son évolution de 2015, propose d'articuler conjointement le système de management de la qualité et l'approche processus à la stratégie de l'entreprise. Donc le système de management est aussi au métier de l'entreprise. Il propose un modèle de système de management de qualité reposant sur 3 axes d'action. Les 7 principes du management de la qualité,
Donc, vous avez l'approche par processus. Ensuite, la gestion des relations avec les autres normes de système de management. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des autres normes que vous avez en ce qui concerne l'environnement, etc. La santé aussi. Donc, quand vous avez des fonctionnaires, des travailleurs, il faut toujours respecter les normes en ce qui concerne la santé, les conditions de travail, etc. Ensuite, vous avez l'approche processus associée au cycle PDCA, donc un suivi, une amélioration continue. Voilà, ça, c'est les 7 principes de l'assurance qualité. Orientation du client, leadership, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un leader, celui qui mène le plan stratégique et le plan d'action, implication du personnel, là c'est l'approche participative, approche par processus, donc il faut toujours se fixer qu'est-ce qu'on veut obtenir, c'est quoi l'entrée, quels sont les moyens qu'il faut utiliser, etc. pour atteindre l'objectif. Ensuite, vous avez 4, le 5, où est-ce qu'il est? Oui, l'amélioration, donc c'est le suivi et l'amélioration continue, décision objective. Et enfin, très bien, gestion des relations avec les parties internes. Ensuite, vous avez donc ça, c'est l'importance des normes. Donc on a parlé de la norme 9001, 9001. Alors vous avez généralement des normes qui exigent une accréditation, ça veut dire les normes qu'il faut respecter. Ensuite, elles sont de deux types, type A et type B. Type B, généralement, c'est des... alors, où est-ce qu'il est? C'est ça. Donc, contient des exigences en vertu desquelles une organisation peut revendiquer une conformité. Et le type B, généralement, contient des recommandations, des lignes directrices, etc. Voilà, c'est pas des obligations, mais c'est des recommandations. Voilà. Donc, il y a deux types de normes. Alors, vous avez la norme 9001. Donc, met un fort accent sur la satisfaction du client et l'amélioration continue en soulignant que la qualité doit être gérée de manière systématique et intégrée dans tous les aspects de l'organisation. Donc, d'où on a le terme, le management par la qualité. Ensuite, vous avez les normes, donc 9000, 9001 et 9004. Voilà. En plus de ça, vous avez d'autres normes qu'il faut toujours respecter sur l'environnement, sur le management de l'énergie, sur la santé, la sécurité, le management de l'environnement, les systèmes de management anti-corruption et le management de la sécurité des données alimentaires. Donc, généralement, quand on gère un établissement, il faut tenir compte de tout ça. Voilà. On arrive maintenant à l'objet de notre exposé aujourd'hui, donc le processus. C'est quoi le processus? C'est un ensemble d'activités interdépendantes ou interactives qui utilisent des intrants pour fournir un résultat escompté. Donc, un processus peut être un grand processus qui englobe des sous-processus, mais pour simplifier les choses, pour représenter un processus, on peut le représenter de cette manière. Donc, vous avez des éléments d'entrée, vous avez des éléments de sortie, ensuite, entre les deux, vous avez un ensemble d'activités qui s'enchaînent, activités 1, 2, 3, etc. Alors, ces activités, bien sûr, peuvent être exécutées en série, comme elles peuvent être exécutées en parallèle. Ensuite, les activités aussi peuvent être dépendantes. Ça veut dire une activité ne peut se lancer qu'une fois que l'autre activité est lancée, est terminée, pardon. Donc là, vous êtes obligé de gérer tout ça.
Ensuite, en ce qui concerne le management de la qualité, bien sûr, il y a une différence quand on parle de management de la qualité au niveau de l'université ou bien au niveau de l'entreprise. Alors, au niveau de l'entreprise, généralement, on accentue beaucoup plus sur le profit et la qualité. Bien sûr, les deux sont liés. Quand vous réalisez un produit de qualité, il est compétitif et automatiquement, vous pouvez produire plus et vendre plus. Au niveau des établissements d'enseignement supérieur, il faut toujours produire un produit de qualité, mais la différence, elle est différente en fait par rapport aux entreprises, dans le fait où les processus, par exemple, qu'on a au niveau des établissements d'enseignement supérieur, ils sont bien définis en termes de temps. Vous avez, par exemple, pour former un diplômé, c'est 5 ans. Pour le master, pour la licence, c'est 3 ans. Donc là, vous avez un temps bien défini. Ensuite, on ne peut pas réduire ce temps-là. Ce temps-là, il est fixé. Par contre, dans l'entreprise, quand on fabrique un produit, on peut réduire le temps. Et ce qui n'est pas le cas au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Donc, au niveau des entreprises, par exemple, si on veut améliorer la productivité, au lieu d'exécuter un ensemble de tâches en série, on peut les exécuter en parallèle. Mais en contrepartie, ça demande des moyens. Il faut d'abord en termes de personnel, en termes de moyens, de machines, etc., pour réaliser une quantité importante de produits. Et ensuite, donc il y a un compromis à faire. Généralement, l'entreprise doit faire un compromis entre la quantité qu'elle va produire et les moyens qu'elle doit dépenser pour justement être compétitif. Bon, il y en a qui voient grand, ils essayent par exemple, de vendre à l'échelle internationale. Il y en a qui voient petit, ils se disent, tiens, je ne vais pas me casser la tête, j'ai réalisé un produit, j'ai un chiffre d'affaires qui me suffit pour bien vivre et qui suffit aussi pour payer les travailleurs, etc. Donc là, il n'a pas de grandes ambitions, donc automatiquement, il ne va pas investir de telle sorte à optimiser son processus, etc. Donc, généralement, quand on a un processus, il est lié toujours à un objectif à atteindre. Ensuite, ce processus, il a un ensemble d'acteurs qui doivent réaliser donc, les différentes activités. Et vous avez aussi un ensemble de ressources, c'est les moyens humains, les moyens matériels qui sont nécessaires pour réaliser votre produit. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des risques. Donc, dans chaque processus, vous avez des facteurs risques. Bon, vous avez une entreprise, s'il n'y a pas d'électricité, vous ne pouvez pas produire. Donc ça, c'est un risque. La défection d'une machine, le manque de maintenance, par exemple. Donc tout ça, ça influence le processus et ça influence aussi le résultat qu'on veut atteindre. Ensuite, pour l'élément de sortie, donc vous avez ce qu'on appelle les indicateurs, information documentée, traçabilité, etc. Donc, une fois que votre produit est fini, donc vous avez, au niveau de l'extérieur, est-ce que votre produit est de qualité ou pas? Ensuite, il faut généralement tenir compte des avis des clients pour améliorer votre produit. Là, vous avez un exemple de processus donc, qui forme des diplômés. Donc, à l'entrée, vous avez les étudiants. Ensuite, à l'intérieur, donc, vous avez un ensemble de ressources qui sont les laboratoires, les salles, les amphis. Ensuite, vous avez les enseignants, les supports de cours, etc. Ensuite, vous avez une administration qui doit gérer tout ça, qui doit programmer, etc. Et vous avez à la fin, donc à la sortie, vous avez les diplômés qui sortent de l'université. Donc, ensuite, en ce qui concerne ces diplômés-là, vous avez ce qu'on appelle une satisfaction ou pas. Donc, du monde extérieur, c'est le monde socio-économique. Donc là, pour voir justement est-ce que les diplômés
sont de qualité, il faut toujours regarder au niveau du monde socio-économique la satisfaction du monde socio-économique par rapport aux diplômés, pour en tenir compte et pour faire d'éventuels aménagements au niveau de la formation, par exemple, etc., pour améliorer la qualité de l'enseignement afin d'avoir des diplômés donc, de qualité. Donc un processus, un bon processus, donc c'est un processus stable, efficace, mesurable, en conformité à des critères d'application. Stable, ça veut dire généralement il n'est pas perturbé, donc il fonctionne tout le temps. Efficace, c'est la garantie des résultats, ça veut dire qu'on a toujours le résultat escompté. Mesurable, donc il doit être quantifiable et mesurable. Ça veut dire qu'on doit savoir la grandeur qu'on peut utiliser après pour les indicateurs, etc., pour mesurer l'efficacité des processus. Alors, pour la construction des processus, justement, donc, il y a plusieurs modèles qui sont utilisés. Vous avez, entre autres, la tortue de Crosby. Donc, généralement, il faut définir donc, à l'entrée, quels sont les besoins, les objectifs de la formation. Donc, les objectifs de la formation, l'élaboration d'une séquence d'apprentissage et de modules. Là, bien sûr, ça s'est développé dans le cas des établissements d'enseignement supérieur. Élaboration des référentiels de compétences et formation, élaboration des référentiels d'évaluation, élaboration de cahiers des charges, validation, signature, ou bien validation tout simplement des programmes. Ensuite, en sortie, vous avez le ministère de l'enseignement supérieur, vous avez les entreprises, vous avez les étudiants et les enseignants. Donc, si on se pose la question avec qui, donc vous avez d'abord les textes réglementaires, vous avez aussi l'Internet, etc. Donc, ensuite, avec quoi vous avez les enseignants, les responsables d'équipe de formation, etc. Comment? Donc, on doit utiliser les référentiels et les canevas afin d'élaborer les cahiers des charges de formation. Et enfin, il faut regarder combien on veut former. Donc, le taux de passage en L1, L2, L3, le taux de réussite, le taux d'admission en M1 et M2. Alors, un processus, généralement, donc, tel que vous voyez ici, donc vous avez ce qu'on appelle le processus de réalisation, là où vous avez les différentes activités à l'intérieur de l'établissement qui forment le produit lui-même. Mais en parallèle avec ça, vous avez ce qu'on appelle le processus de pilotage. Et vous avez le processus de pilotage, vous avez aussi ce qu'on appelle le processus support. Le support, donc, généralement, c'est ce qu'on appelle les ressources et les moyens qu'on utilise pour réaliser le produit. Avant ça, donc, vous avez ce qu'on appelle le processus pilote. Le processus pilote, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est un processus. Donc, les établissements d'enseignement supérieur en Algérie, le processus pilotage consiste à définir un plan stratégique, un plan d'action, ensuite un plan opérationnel, et puis essayer de réaliser ces objectifs à travers un ensemble de processus. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle des indicateurs qui nous montrent que l'équipe de pilotage a atteint ses objectifs ou pas. Donc, vous avez ce qu'on appelle le processus de réalisation, le besoin, le produit,
Ensuite, vous avez le processus support qui utilise des ressources, les ressources humaines, matérielles, etc. Et vous avez les processus de pilotage. Alors, généralement, il y a toujours des... Comment dire? Il faut toujours regarder est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou pas. Ensuite, on peut agir sur le processus support de telle sorte à améliorer notre produit. Donc, le besoin en ressources, si vous avez un manque de besoin en ressources, tels que les enseignants, tels que le matériel, les laboratoires, etc. Donc, il faut toujours analyser votre produit et voir qu'est-ce qui manque. Au niveau donc du processus support, vous pouvez améliorer les choses en investissant sur soit les moyens humains, soit les moyens matériels, mais aussi avoir les informations et indicateurs sur les étudiants qui arrivent. Donc, afin d'en tenir compte, s'il y a des lacunes, s'il y a des manquements, etc. En ce qui concerne, par exemple, la langue, en ce qui concerne les compétences qu'ils ont acquises au niveau de l'éducation. Donc, au niveau de l'établissement d'enseignement supérieur, il faut toujours tenir compte de telle sorte à améliorer la qualité des étudiants. Et enfin, donc, vous avez le client qui va employer donc ce diplômé et il y aura des informations de satisfaction ou pas par rapport à ces diplômés. Et ensuite, on doit tenir compte de telle sorte, on doit tenir compte au niveau du processus de pilotage. Donc là, il y a un retour d'information pour en tenir compte et ensuite agir sur le processus de telle sorte à améliorer la qualité. Alors, généralement, ici, on doit avoir au niveau des établissements supérieurs d'un système. Généralement, c'est le service de statistiques et de relations avec le monde socio-économique qui peut avoir ces informations afin qu'il y ait un feedback pour en tenir compte au niveau de l'établissement pour améliorer la qualité du diplômé. Alors, pourquoi réaliser une cartographie de processus? Bon, quelqu'un peut me dire, attends, on a toujours fonctionné sans les processus, ça fonctionne, ça donne des résultats, pourquoi je vais me casser la tête à réaliser des processus et une cartographie de processus alors que ça fonctionne? Bon, généralement, on a beaucoup de choses à gagner quand on fait une gestion par processus et on a une cartographie des processus. Alors, aider à communiquer de façon formelle et collaborative avec les personnes exerçant le même métier ou toute autre personne de l'entreprise, d'un partenaire ou d'un client. Améliorer l'efficacité, le contrôle des coûts, la gestion des risques ou le management de la qualité et aider au respect des obligations réglementaires par une connaissance fine des processus métiers de l'organisation. Connaître plus finement aussi le fonctionnement de l'organisation afin d'avoir une capacité de réaction rapide face au changement. Donc, et aligner le système d'information de l'organisation sur les besoins stratégiques et opérationnels. Donc, il faut toujours, dans le cas de la gestion par processus, lier vos processus aux objectifs que vous voulez atteindre. Donc, afin de pouvoir agir sur le résultat final, il faut connaître la cartographie des processus, comment ils fonctionnent, comment agir sur ces processus-là, comment les gérer de telle sorte à être efficace, ça veut dire atteindre le résultat, quelle que soit la situation, et d'être aussi efficient. Quand on parle de l'efficience, on parle de l'optimisation des coûts, des moyens, etc. Quand vous avez... alors, j'ai expliqué tout à l'heure qu'au niveau des établissements d'enseignement supérieur, il y a une différence par rapport aux entreprises, dans le fait où vous avez un temps défini pour la réalisation du produit, ce qui n'est pas le cas généralement dans l'entreprise. Donc, et on doit gérer justement les processus de telle sorte à être efficace. Donc, en gérant les moyens,
en gérant les activités dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que le même personnel peut réaliser plusieurs activités, ou bien chaque activité, ce sera un personnel qui va la réaliser si on a besoin d'être efficace en termes de temps, etc. Donc tout ça nous permettra d'améliorer la qualité du produit. Donc voilà la nécessité d'une gestion par processus et d'avoir une cartographie des processus. Alors, l'objectif donc est de modéliser. Donc là, on va parler de la cartographie des processus. Alors, le BPMN, Business Process Management, c'est la gestion, le management ou la modélisation des processus métiers. Généralement, donc, on essaye de modéliser, de piloter et optimiser les processus métiers afin d'accroître donc l'efficacité et aussi minimiser les coûts, donc les meilleurs coûts, l'agilité, la capacité d'auto-organisation et d'adaptation, la robustesse, risque maîtrisé, et ce, dans une approche systémique. La modélisation s'effectue à l'aide de langage ou de notation graphique. Vous avez le UML, vous avez aussi le BPMN, Business Process Model Notation. Alors, vous avez la norme BPMN2 qui est gérée par l'OMG, Objet Management Group, tend aujourd'hui à s'imposer comme le standard de modélisation. Alors, donc ça va souvent du global vers le détail. Donc c'est toujours d'opt-out. Donc on commence par définir le plan stratégique de l'établissement. Ensuite, on définit un plan d'action pour réaliser, mais on définit aussi les sous-objectifs qu'il faut réaliser. Et ensuite, on rentre dans le détail pour réaliser les différents processus ou sous-processus qu'on a au niveau de l'établissement. Donc, généralement, vous avez les acteurs sources ou bien pilotes. C'est l'administration, les différents responsables de l'établissement, le recteur et aussi le ministère de l'enseignement supérieur. Ensuite, vous avez quelles sont les ressources que vous utilisez. Donc là, vous avez l'ensemble des équipements, des salles, etc., les infrastructures aussi, ainsi que le flux de messages, de communication, etc. Donc, alors, pour l'intérêt de la démarche de système de management intégré dans le pilotage par processus, alors c'est d'abord remettre l'utilisateur client au centre des préoccupations en confiant à quelqu'un le pilotage de processus, une responsabilité transversale pour répondre à l'attente des utilisateurs clients de la structure. Donc généralement, au niveau soit des entreprises, soit des établissements, on doit tenir compte toujours de la satisfaction du client pour voir est-ce que notre produit est de qualité ou pas. Ensuite, il faut agir à l'intérieur pour améliorer justement la qualité. Alors, ça se fait en deux étapes. Donc, vous avez la première étape donc, du pilotage par processus, identifier le processus, les affecter en responsabilité. Chaque processus, on doit désigner un responsable, décrire les processus. Ensuite, la deuxième étape consiste le pilotage par processus, c'est-à-dire engager une démarche participative, définir les indicateurs d'atteinte des objectifs, analyser les processus et développer les plans d'action. Alors,
Le pilotage par processus donc, consiste à analyser les processus, identifier les objectifs à atteindre. Donc là, vous avez une cartographie de processus. Ensuite, généralement, vous avez des objectifs à atteindre et vous avez un ensemble de sous-processus à l'intérieur qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Bien sûr, pour un comité de pilotage, il n'a pas besoin d'avoir tous les indicateurs que vous avez à l'intérieur de votre processus. Donc, pour le comité de pilotage, généralement, on a des indicateurs clés qui nous renseignent sur l'atteinte des objectifs. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cet exposé. On va parler sur les indicateurs et les indicateurs clés. Donc, analyser les processus, identifier les objectifs à atteindre, déterminer les indicateurs, définir les actions à conduire pour améliorer ou les transformer, conduire les actions, s'assurer du résultat, de la pertinence du résultat de l'action. Alors, généralement, quand vous avez un ensemble de processus, vous avez bien sûr certains qui sont pertinents et d'autres qui ne le sont pas. Donc, généralement, quand vous voulez améliorer la qualité de votre produit, il faut toujours essayer de voir quels sont les processus pertinents qui influencent beaucoup plus le résultat. Donc, généralement, vous avez la loi de Pareto qui vous dit que vous avez 20% qui influence à 80% le résultat, et vous avez 80% des actions que vous avez qui influencent à 20% le résultat. Donc, il est préférable toujours d'agir sur les processus pertinents qui influencent le résultat afin d'améliorer la qualité. Donc là, vous avez un exemple de tableau où vous avez un ensemble de processus. Ensuite, vous avez, vous avez la contribution au chiffre d'affaires, le fondamental pour la pérennité de l'organisation, impact sur la satisfaction du client. Ensuite, vous allez voir quels sont les processus qui agissent sur tous les paramètres afin de prendre en considération pour améliorer votre produit. Là, c'est les étapes clés du pilotage des processus. Donc, le pilotage d'un processus peut être introduit selon cette étape. Alors, vous avez l'identification des étapes clés du pilotage du processus. Vous avez le processus lui-même, donc capacité de dresser la liste des processus pertinents, d'écrire le processus, documenter un processus, déterminer les objectifs du processus, définir les indicateurs et élaborer le tableau de bord processus, identification des données du pilotage, et enfin, vous avez surveillé et analysé le processus. Alors là, vous devrez avoir à chaque processus, vous devrez avoir une fiche d'identité du processus. Donc, vous avez généralement, quand on veut travailler par processus, il faut toujours élaborer ce qu'on appelle les fiches processus. Et vous avez, comme vous le voyez ici, donc vous avez le nom du processus, la finalité du processus. Finalité, logiquement, c'est l'objectif. Pilote ou responsable du processus, donc il faut toujours désigner un responsable. Mode de pilotage, acteur interne du processus, le client, partie intéressée du processus, élément d'entrée, origine, élément de sortie. Ensuite, vous avez les exigences généralement du client, exigences réglementaires aussi. Donc, si la législation, c'est la loi, etc., qui régit, par exemple, les formations d'enseignement supérieur, le passage d'une année à une année, etc. Donc, ça, c'est les exigences réglementaires. Vous avez aussi les exigences internes objectives. Les exigences internes, donc, vous pouvez voir par rapport, peut-être, en ce qui concerne, comment dire, les caractéristiques de votre établissement, etc. Et aussi l'environnement local
de votre établissement. Voilà, très bien. Donc, on a terminé la première partie. OK. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, donc on va prendre